Alors, ben, pour cette prochaine entrevue, on va tomber dans un sujet peut-être un peu plus sensible, mais nécessaire également. J'en profite peut-être d'entrée de jeu pour rappeler, comme on le fait toujours quand on aborde la thématique du suicide, pour vous rappeler que si vous ou un proche ressentez de la détresse, ben, vous pouvez contacter le centre de prévention au 1-866-APPEL ou 1-866-277-3553. Donc, c'est dit, c'est mentionné. Et maintenant, ben, j'accueille avec moi l'auteur BD Christian Kennel. Salut! Salut, ça va? Alors, ça va très bien, toi? Oui, oui, super, super. Alors, je disais un sujet sensible, c'est avec donc cet album que tu as sorti tout récemment du côté de Moelle Graphique. Ça s'appelle Vous avez détruit la beauté du monde. C'est un regard sur le suicide scénarisé au Québec depuis 1763. C'est également un album qui a été réalisé en collaboration avec des chercheurs, donc Isabelle Perrault, André Stellar, Patrice Corriveau, donc en lien également avec une large initiative de recherche. Et Christian, de ce que j'en comprends, ben, c'est au départ les chercheurs qui sont venus te chercher pour amener en BD leur travail de recherche. Effectivement, c'est un appel que j'ai reçu d'André Sellard. André Sellard, il y avait un vignoble à l'époque, je dis, il y a 2 ans, à côté de Saint-André-Avelin, à Ripon. Puis André, c'est un ancien criminologue, en fait, qui était à l'Université d'Ottawa. Puis il avait déjà démarré à l'époque, là, une dizaine d'années, le projet de recherche sur le suicide. C'est une approche vraiment sociologique, historique sur le suicide. Moi, j'ignorais totalement l'existence avant qu'André me parle. Donc, André m'appelle, je prends le téléphone, il dit, j'ai un projet pour toi, tu aurais carte blanche. Yeah. Puis je veux dire, tu travaillerais avec nous, c'est un projet scientifique sur le suicide. À ce moment-là, j'ai reculé d'un pas parce que, un peu comme tout le monde, hein, c'est une thématique quand même marquante qui est encore empreinte de tabou, beaucoup. Mais l'approche me séduit. C'est une approche avec une certaine distance, une certaine hauteur vis-à-vis du sujet. Écoute, quand je leur ai demandé justement c'est quoi vos objectifs, tout ça, ils ont dit on a vu Ludwig, on a vu ce que tu as fait avec Ludwig, le côté onirique qu'on a beaucoup aimé, puis je pense que ça s'appliquerait bien à un livre, une BD scientifique sur le suicide. Oui, parce que c'est un peu la grande question. Dans le fond, c'est de voir de quelle manière on est en mesure d'aborder visuellement ce sujet-là. Parce que d'un côté, il y a des éléments qu'il faut montrer. De l'autre côté, il y a un réalisme qu'il faut achever. Il y a un onirisme aussi que tu choisis d'amener. Et j'ai l'impression qu'à travers tout ça, il y a comme c'est une ligne, c'est un jeu d'équilibriste un peu entre quoi montrer, comment le montrer, etc. Exactement, c'est un travail de funambule. En fait, c'est la première bande dessinée où je me suis posé à chaque case, à chaque image, je me suis posé la question est-ce que c'est correct? Est-ce que je vais trop proche? Est-ce que c'est trop poétique, trop onirique, au point de séduire certaines personnes plus fragiles, qui vivent des moments plus difficiles? Ou tu comprends? Il faut que ça évoque quelque chose, mais pas que ça inspire à commettre des choses dans la réalité. Mais je pense que déjà le ton des textes des criminologues amène ça. Moi, j'amenais le côté onirique, puis vraiment, la façon qu'on m'a présenté les choses, on m'a pas dit case un telle chose, il faut que tu vois telle affaire, voici les dialogues. On m'a juste présenté les dialogues comme si c'était un récit écrit que moi j'ai adapté en bande dessinée. J'ai fait vraiment une écriture par les images là, de la bande dessinée. Il y a une scène avec un personnage qui me ressemble d'ailleurs, un Hongrois sur un bateau en train de regarder un oiseau. L'oiseau traverse le temps quelque part parce que je joue avec les couleurs de papier, tout ça. Donc, il y a tout un côté écriture qui s'est fait là, de ma part. Quand ils m'ont donné carte blanche, c'était aussi à ce niveau-là. Exact. Puis ça devient plaisant, ça devient un beau défi parce que justement, le texte lui-même appelle pas nécessairement non plus. Mais en fait, c'est un texte qui est réaliste, qui est scientifique, qui est analytique, qui est de vulgarisation, par exemple. Là, je fais une parenthèse importante, c'est pas un texte aride non plus, c'est un texte qui est précis. Et donc, d'une certaine façon, c'est un peu justement de voir de quelle manière on peut amener des images, mais en partant, le texte lui-même impose pas non plus d'images. Donc, c'est un peu là-dessus que je le perçois, ta liberté, où tu dis, mais OK, on peut l'amener un peu partout, tu peux l'aborder, te l'approprier de la façon dont on a envie. Oui, ben souvent le texte disait quelque chose, puis moi j'emmenais autre chose. Tu sais, on parle, le texte mentionne à un moment donné des accidents. Bon, les types de suicides évoluent selon la technologie et tout ça, les moyens de transport. Moi, j'ai juste fait un train qui passe avec une personne sur le côté qui regarde le train passer. Mais le Mhm. lecteur, lui, c'est ça la magie de la bande dessinée. Le lecteur, lui, fait les liens.
C'est sûr que le texte évoque quelque chose, mais l'image évoque aussi encore quelque chose. Pour moi, il n'y avait rien de violent dans l'image, mais la réflexion du lecteur se veut quand même d'une certaine façon violente. Exact. Ben, de par le sujet, de par ce qui se passe, de par la détresse qui en émane un peu, mais en même temps, même côté ambiance, j'ai l'impression que le jeu d'équilibriste va là-dessus aussi pour l'expérience lecteur. Si on est trop dans le désespoir, dans la tristesse, dans un certain pathos, ça devient dur. Peut-être côté ambiance aussi à survivre ces éléments-là. D'un autre côté, c'est un album tellement particulier. J'ai l'impression que j'ai difficulté un peu à le décrire parce que c'est pas un objet que j'ai vu fréquemment en bande dessinée. En fait, d'avoir un récit scientifique, mais amené, décuplé d'une force onirique qu'on va chercher là-dedans et de réussir à faire ce mélange-là. J'aimerais qu'on revienne peut-être un peu en arrière, justement, tu disais un peu, réfléchir un peu à chaque case, mais comment un peu s'est faite cette planification-là? Est-ce que tu as fait un découpage en premier par section? Essayer de voir un peu comment tu allais organiser ça? Ensuite, quelles images? Explorer un peu par section, par planche? Ben, si on veut, si tu veux, on va commencer de façon plus précise, en fait, concernant, parce que c'est directement lié au dispositif de la bande dessinée. C'est-à-dire, dans le dispositif, on met des indices, on dispose des images, c'est un langage, mais il y a quand même des liens. Le lecteur, c'est le moteur du récit dans la bande dessinée pour moi. Le moteur du récit pouvant être n'importe qui, pouvant une personne avec un vécu, avec un background culturel, tout ça. C'est là le jeu d'équilibriste qui est délicat parce que c'est vraiment à ce moteur lecteur-là du récit que tu t'adresses, mais il ne faut pas que tu t'adresses trop de façon trop directe, mais il faut quand même que tu évoques quelque chose. Donc, lui, il faut vraiment qu'il fasse le lien entre les images, le lien entre le texte et les images aussi. De façon saine, sereine. Puis le but, c'était qu'il n'arrête pas une image trop violente. Il y a certaines images, oui, qui sont violentes parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a construit le début, ça commence tranquillement, on expose la méthodologie universitaire au début du récit. Puis ensuite, là, on commence à rentrer dans des cas. Puis les cas sont de plus en plus durs, de plus en plus violents, jusqu'à un cas de 2 femmes à Donnacona qui ont une fait carrément imiter le suicide de l'autre à un mois d'intervalle, mais de façon extrêmement violente. Fait que ça, il fallait que je le montre. Mais même ces images-là que moi j'ai vues directement, la caméra est directement sur la plaie, si tu veux. Bon, ben moi, j'ai déplacé quand même la caméra un peu à côté pour pouvoir justement le moteur lecteur qui décroche pas là, qui continue le récit. Pour qu'il puisse. Parce que il y a quand même, je suis conscient que cette montée-là provoque un souffle un peu plus court chez le lecteur, mais à un moment donné, il y a une décompression qui s'opère. C'est comme ça qu'on l'a conçu, mais on n'a pas conçu de A à Z de façon linéaire au début. En fait, la première planche que j'ai faite, c'est celle de 1904 où on voit le Montréal à cette époque-là, avec les grands magasins et le récit de Marie Lalonde, en fait, qui est une jeune femme qui travaille dans un magasin au début du siècle, là, qui a commis un suicide, mais qui a tout pensé autour de son suicide, qui a même utilisé la main d'un policier pour son suicide. Donc ça donne un peu le ton puis le type de structure. Puis tu as choisi aussi à l'intérieur de ça, d'ailleurs, Christian, l'entrée de jeu, justement, la mise en contexte. Les chercheurs la font certes au lecteur, mais aussi à toi comme BDiste, où tu te mets un peu en scène et tu t'intègres un peu dans cette démarche-là aussi. Une nécessité de prendre un pas de recul aussi, peut-être scénaristiquement par rapport au sujet, pour nous placer un peu aussi en recul par rapport à tout ce qui se passe. Oui, je pense que c'était nécessaire justement d'établir un certain cadre théorique puis une méthodologie. Puis moi, là-dedans, je rentrais, eux, ça faisait 10 ans qu'ils étaient dans cette recherche-là. Moi, j'étais un peu l'idiot utile, si tu veux, dans le récit. On m'explique les choses, mais on l'explique au lecteur en même temps, donc c'est parfait comme ça. Mais c'est vraiment comme ça aussi que ça s'est passé. Je suis vraiment entré dans la matière de cette façon-là, en allant au vignoble, à Ripon, puis en parlant aux 2 criminologues qui étaient là. Patrice, je l'ai rencontré par après, parce que Patrice Corriveau vit à Mexico. On a échangé premièrement avec Isabelle et André. Puis ils m'ont montré les photos, ils m'ont vraiment montré certaines photos. J'ai tout de suite compris que oui, c'était impossible de faire un ouvrage scientifique classique avec photographie par rapport à ça. Puis même d'illustrer ce que j'ai vu comme dans les premières photos, c'était impossible. C'est trop violent. Parce que les photos, en fait, pour le contexte, peut-être un peu le travail des chercheurs lui-même est imposant. Là, c'est quoi, à peu près 20 000 dossiers du coroner qu'ils ont analysé, une période de plus de 200 ans, en fait, 1763, 1986 et au-delà.
Et là-dedans, dans ces 20 000 dossiers-là, il y a du matériel qui est assez sensible. Je disais dans la BD, tu évoques une lettre, entre autres, où il y a le sang de la personne qui l'a écrite, qui a perlé dessus. Les photos dont tu parles, ben, c'est des photos de coroner, c'est des photos pour montrer les plaies, pour servir l'enquête. C'est le genre d'image qui nécessairement doit ébranler un peu, autant dans le contexte de présentation que dans la nature de ce qui est présenté. Effectivement, mon rôle en tant qu'auteur de bande dessinée là-dedans, ça a été vraiment de servir d'éponge entre le lecteur, entre les dossiers du coroner et le lecteur, parce que vraiment, il m'a envoyé un PDF, un truc de 200-300 pages. Je commençais à le regarder. Bon, c'est des dossiers écrits, manuscrits. Là, au 19e siècle, c'est surtout manuscrit. Tout ça, à un moment donné, ça tombe à la machine à écrire. Mais là, à un moment donné, il y a une photo qui apparaît. Puis là, tu vois ça défiler, un PDF. Puis tu te dis, OK. Fait que là, j'ai été choqué par les premières. Puis vois-tu, les suivantes, quand j'ai vu une photo apparaître, là, je mettais la main comme ça un peu. C'est pour juste voir une partie apparaître, puis là, me laisser, moi, découvrir, non pas la machine me découvrir, mais moi, découvrir les parties que je voulais. Parce que c'est quelque chose qui reste, là, peu importe, là, qu'on soit armé ou pas par rapport à ça. Moi, je veux dire, c'est des vraies images, là, c'est pas du cinéma, là, mais ça pouvait avoir l'air du cinéma. D'ailleurs, les rencontres avec les criminologues portaient beaucoup, il y avait un ton qui était très porté sur l'humour. J'ai découvert que les criminologues, ils ont réussi à se blinder comme ça en ayant du plaisir à être ensemble. Non pas c'est toujours fait de façon respectueuse vis-à-vis de la thématique, mais c'est simplement que, écoute, on parlait à un moment donné, on était dans le vignoble justement un été en train de boire du vin, puis on avait du plaisir, puis là, on parlait de certains cas qui étaient plus dramatiques que l'autre, mais tout le cadre autour était bucolique, tu sais, c'était un chant, on entendait les oiseaux. Il y avait une dichotomie, en fait, mais c'est une façon qu'ils ont de travailler par l'humour. Puis moi, j'ai un peu réussi dans les rencontres, mais seul face aux images, tu réussis pas à faire ça. Il y a encore des images qui me restent, là, vraiment. Et je retourne un peu à ma ligne en lumière de ce que tu me dis, puis au défi d'aborder un peu tout ça, parce que là, tu es confronté à quelque chose de réel, de cru, et on te dit, ben, à partir de ces images-là, et à partir d'un récit scientifique, toi, il faut que tu ailles chercher, comme auteur BD, de l'onirisme, de la poésie, pour nous amener peut-être un peu ailleurs, dans le fond, que dans ces éléments visuels-là, mais en même temps nous faire comprendre la nature et la teneur de ce que toi, tu as vu. Ouais, tu sais, il y avait des photos justement de personnes qui s'étaient suicidées avec un train qui est passé. Ben moi, l'exemple de tantôt, j'ai juste mis une personne debout à côté d'un train qui passe, tu sais, tout simplement. Mm-hmm. Ou le pont Jacques-Cartier, quand il mentionne, parce qu'il mentionne les lieux évocateurs au Québec, même au Japon, par rapport au suicide. Bon, le pont Jacques-Cartier, moi, j'ai montré des jumpers, tu sais, c'était un peu l'équivalent des jumpers du World Trade Center, c'est à ça que ça m'a fait penser. Mais je les ai superposés, un en arrière de l'autre. Là, j'ai fragmenté, si tu veux, ou j'ai rassemblé les différentes temporalités de gens qui sont suicidés. J'ai même évoqué Claude Jutras au premier plan, tu sais, parce que Claude Jutras s'est quand même suicidé au pont Jacques-Cartier. Puis moi, j'ai fait toute une BD qui n'a pas été publiée encore. Un jour peut-être. C'est un scénario. Ouais. Ouais, mais tu vois, ça m'a permis aussi d'exprimer ma vision des temporalités. Puis en utilisant des papiers de couleurs différentes aussi, il y a des, tu sais, le bleu, le papier bleuté est associé au présent, tandis que les couleurs, le papier plus sépia est associé aux scènes du passé. Puis des fois, j'insérais une case bleue à l'intérieur d'un fond complètement sépia. Donc, j'insère les temporalités une dans l'autre. Ça permet au lecteur aussi, c'est comme s'il y avait une caméra qui se promenait beaucoup. Mm-hmm. C'est comme s'il y avait un oiseau aussi qui se promenait d'une temporalité à l'autre, ce que j'ai fait visuellement aussi dans la BD. Donc, pour moi, c'est une façon de, comment je pourrais dire, de rendre la lecture intéressante, de ne pas perdre le lecteur, tout en évoquant. C'est toujours en évoquant les choses. C'est toujours en pensant à ça. Parce que ça a été tellement facile de tomber dans le gore puis de juste faire des choses. Écoute, il y a des images que j'ai vues. Il y a une image, là, une personne s'est suicidée à carabine, mais le splash que ça a fait sur le mur, écoute, c'est de la peinture abstraite. C'était beau, le splash. Tu comprends? Il y a quand même une beauté là-dedans. Mais la façon que la personne a été trouvée, je suis certain que ça faisait pas partie de sa conscience quand elle a décidé de faire sa mise en scène.
parce que sa dignité en a été atteinte complètement. Là. C'est pas beau. Là, tu sais. Mais le contexte autour, le décor était beau. Il y en a qui disposent tous des objets sur une table. Tout est préparé comme ça. J'ai un ami qui a fait ça il y a 7-8 ans avant de commettre l'acte. Il a tout mis ses objets sur une table, sa table de cuisine, tout était étalé. Fait que ça, tu peux le montrer. Tu peux le montrer facilement, ça. Puis tu peux montrer aussi le gars qui s'est justement tiré, mais pas le gars au complet, pas la plaie. Tu n'as pas besoin de montrer ça. Les gens n'ont pas besoin de voir ça pour le comprendre. Non, puis à la limite, en fait, on gagne peut-être plus à voir autre chose, justement, à se l'évoquer ou à compléter l'élément, parce que le côté gore, justement, je pense qu'on peut facilement l'imaginer. Mais l'univers qui est autour, c'est peut-être les clés qui nous manquent pour essayer de comprendre un peu la réalité de cette personne-là ou ce que cette personne-là a voulu faire, puis peut-être de se mettre un peu à travers ça dans l'état d'esprit des chercheurs, parce que c'est la démarche, au bout du compte, qu'ils font. C'est quoi les facteurs sociaux, c'est quoi les éléments, c'est quoi les enjeux, est-ce qu'il y a une communauté, si on peut dire, d'approche, de réflexion dans cette mise en scène-là du suicide à travers les époques, à travers les siècles? Ben, il y a différentes façons de voir les choses. Je sais que, bon, certains, pas moi puis toi, mais certains qui connaissent peu la bande dessinée vont se dire une bande dessinée sur le suicide, à quoi ils pensent mettre ça dans la main des enfants, tiens. C'est des. Il y a encore des. Ça, je ne l'ai pas vu encore, cette réflexion-là, mais je m'attends à le recevoir. Mais je pense que la bande dessinée, j'oublie ta question, mais je pense que la bande dessinée, c'est le meilleur médium pour parler d'une thématique comme ça. Parce que tu n'as pas la lourdeur d'une trame sonore qui va être trop dure, trop présente. Tu sais, mes images sont oniriques, mais en même temps, il y a quelque chose qui... si c'était gore, on oublierait les données qui sont dites, le texte. On passerait juste sur... Ce serait un spectacle, en fait. Puis c'est vraiment pas ça qu'on voulait faire. On voulait, oui, être respectueux de la volonté des suicidés, leur volonté de se mettre en scène puis de reproduire le plus fidèlement possible l'image qu'ils voulaient laisser d'eux-mêmes par leur propre mort, mais on ne voulait pas donner dans le spectacle. Tu sais, comme je t'ai parlé de la femme là, qui a été trouvée, là, je suis certain qu'elle ne voulait pas ça. Fait que je ne suis pas allé là. Oui, c'est toujours un peu les... Pardon? Exact. C'est toujours un peu dans l'esprit, dans le fond aussi, quand on aborde ces thématiques-là, ben, veut pas, on parle de suicide, on veut pas glorifier non plus parce que on veut expliquer, on veut comprendre. Puis, à mon sens, en fait, l'explication amenant la compréhension amène à une capacité peut-être à combattre, à réagir, à voir, à accompagner, etc. Donc, ça devient un outil de vulgarisation autour. Il faut provoquer, en fait, la discussion là-dessus. Il faut provoquer la réflexion. Puis il faut réussir à ce que les gens cessent de se détourner de cette thématique-là. Je ne sais pas, j'ai peut-être la prétention de faire ça, mais au moins, je pense qu'on aura essayé. Mais j'ai l'impression que cette bande dessinée-là, scientifique, permet d'ouvrir grand les yeux à cette problématique-là, sans tomber dans le drame psychologique, dépressif. Mettons, tu sais, il y a eu un film des dernières heures de Kurt Cobain, tu sais. Ça, c'est totalement, c'est dur, tu es dans drogue, dépression, tu sais qu'est-ce qui va arriver, c'est vraiment, tu es dans une ambiance qui est vraiment écrasante. Tandis que là, on est plus dans un discours d'un cours universitaire, si tu veux. On survole les sujets. Oui, il y a des cas exemplaires qui sont présentés, mais c'est un cas, même le nom de famille n'est pas nommé des victimes. C'est juste des cas pour citer un exemple, un type de procédé. Exact. Exact. Pour nous faire comprendre, puis un peu comme dans le cours magistral ou dans la conférence, ben, ça devient nécessaire pour ancrer dans un ou deux exemples. Mais voici, on parle par exemple de l'idée des suicides amoureux. Il y en a eu beaucoup, mais il faut exemplifier. Et après ça, on va tomber sur d'autres, par exemple, des exemples qui sont fascinants ou des gens qui font 20 000 kilomètres pour aller se mettre fin à leur jour dans une autre ville. En fait, ça revient à ton monsieur dont tu parlais en début d'entrevue, ton Polonais, qui a fait un peu ça aussi. Donc, ça vient contredire, vois-tu, ça, ce cas exemplaire-là, vient contredire la pensée générale que c'est un geste spontané de folie passager. La personne, elle a des mois, à l'époque, on parle de 1900, 1910, elle a des mois de partir d'Australie, puis se rendre jusqu'au port à Québec, se louer une chambre d'hôtel, s'acheter un costume neuf, puis s'ouvrir les veines dans la chambre d'hôtel. C'est quand même, c'est très réfléchi, puis ces gens-là ont laissé des lettres aussi. Puis en même temps,
la honte qu'ils ont épargné à leur famille, mais ils sont allés loin, se suicider, donc ils ont évité la honte à leur famille. Ils ont brûlé toute possibilité d'un retour en brûlant tout l'argent derrière eux. Donc, ça a été, comment je pourrais dire, donc c'est un procédé qui a été découvert avec cette recherche-là. On ne savait pas ça, c'est juste en mettant des cas ensemble. À l'Université Laval, justement, c'est quand ils sont allés à l'Université Laval qui ont découvert ça, qu'il y avait des cas comme ça. Donc, encore là, ça nous permet de mieux comprendre les différentes facettes, les différentes réalités de ça. Et de ton côté, ben, tu as quand même, on parlait du matériel photographique qui est assez terrible. On a parlé longuement de ça, mais les lettres aussi, tu les as, les textes, les mots, et tu as choisi aussi, avec les chercheurs, dans le fond, certains textes que tu reproduis en partie pour justement accompagner, puis nous faire comprendre peut-être un peu, nous faire voir la voix que ces gens-là avaient choisi d'exprimer au moment où ils ont choisi de se suicider. Oui, ça, je t'avoue, ça, c'est surtout les criminologues qui ont décidé de sélectionner certains passages. Puis même le suicide de la jeune Marie, la femme, on découvre, bon, je vais prendre le punch peut-être, là, mais on découvre qu'elle est enceinte. Être enceinte, célibataire en 1904, non, c'était une raison pour commettre l'irréparable. Mais ça, vois-tu, André Seller a décidé de rajouter l'extrait du coroner, des archives du coroner, montrant que le corps, bon, on a découvert qu'il y avait un fœtus. Donc, c'est vraiment, c'est drôle parce que c'est une construction un peu comme une sculpture. On a enlevé beaucoup de choses au début, après ça, on a rajouté certains éléments autour textuels parce que au début, Marie Lalonde ne devait pas nécessairement être en plein milieu de la bande dessinée, ça devait être plus au début, mais ils ont décidé de ne pas aller de façon chronologique. Tu sais, on passe d'une temporalité à une autre. Là. Oui, plus un regroupement thématique, en fait. Oui, ouais. Puis l'élément textuel là-dedans, ils l'ont vraiment beaucoup travaillé à trois. Ça a été des éléments qui ont décidé comment je pourrais dire, donc, écoute, ça fait 10 ans qu'ils sont là-dessus, donc ils savaient pas mal où ils s'en allaient sur certains cas. Puis c'est drôle parce que l'écriture variait au début, parce que c'est 3 personnes, donc les écritures variaient entre eux. Puis finalement, tout a été, pas aplani, mais tout a été uniformisé, en fait, au niveau des textes. Puis en même temps, de leur côté, c'est une première expérience de création BD, d'une certaine façon. Donc, oui, absolument. Oui. Ben, Isabelle, même, c'est une première expérience de publication commerciale. Parce qu'à l'époque, je veux dire, Isabelle a toujours travaillé dans des revues scientifiques. C'est toujours des publications comme ça auxquelles elle destine son travail. Puis là, pour elle, c'est une première expérience, mais je pense que écoute, on veut retravailler ensemble, là, absolument. On est devenus amis, même. Oui, puis ça montre, en fait, ça revient à ce que tu disais au départ, qu'avec la bande dessinée, on peut aborder, ben, en fait, je veux dire, pas de limite de sujet, et en même temps, il n'y a pas de cadre imposé non plus, on peut l'éclater. Mais en même temps, d'amener une littérature scientifique en bande dessinée, il y a toujours le défi de bien vulgariser, de bien expliquer, et que ça ne soit pas touffu. Et j'ai l'impression aussi que le parti pris que vous avez pris entre des textes qui sont quand même parfois denses mais clairs, et une imagerie qui est plus poétique, donc ça crée un album qui est peut-être un peu plus méditatif au bout du compte. En fait, moi, je l'ai reçu un peu comme quelque chose de méditatif. On lit, on regarde, on s'imprègne, on tourne, puis on le découvre tranquillement, dans le fond. Il y a un fil rouge qu'on a respecté, des fois par l'image, des fois par le texte. C'est vraiment la majeure, souvent, on essaie de la respecter le plus possible. C'est sûr que, vu cette thématique-là, l'image se devait parfois de s'estomper devant les données. Puis des fois, même que l'image, ce sont les données même. Donc, j'ai utilisé les documents, comme tu le mentionnais tantôt, j'ai utilisé les documents du coroner, visuellement, l'écriture de machine à écrire, des choses comme ça, des extraits de lettres aussi. Mais c'était souvent des reproductions. Hein. Souvent, il n'y avait pas les lettres, comme je pense aux petits couples là, qui sont à Sainte-Foy en 1968. Eux, il n'y avait pas leurs lettres écrites à la main, c'était quelqu'un qui avait copié à la machine leurs lettres. Donc, j'ai quand même, ce côté froid-là de la machine est intéressant à mélanger avec ce que vivaient ces deux personnes-là. C'est intéressant. C'est comme enfin, encore là, on est dans une démarche de vulgarisation, on est dans une démarche de création, on est dans une démarche un peu hybride, j'ai l'impression. Je me demande si ce genre d'exercice-là, parce que de la BD scientifique, il y en a déjà eu, c'est pas le premier BD reportage, évidemment. Mais en termes d'approche collaborative, on n'est pas vraiment non plus dans,
Je pense à des BD qui ont été faites, des collections qui sont plus dans de la vulgarisation, dans l'explication, mais on est dans le didactique, si on peut dire. Dans ce cas-ci, d'aller chercher ce didactique-là, mais de l'amener avec cette poésie-là, dans la manière d'amener le sujet, avec le dialogue, je trouve qu'on est dans un objet un peu entre Félix et le didactisme, si on peut dire, parce que je revois un peu aussi dans ta démarche, avec Félix, par exemple, L'Alouette en colère, ben, on va chercher l'imagerie, on va chercher ce qui évoque différentes chansons, mais on est un peu aussi là-dedans. Ça reste en continuité aussi d'une des démarches de Christian Kennel, parce que je te limiterai pas à ça, mais ça fait partie d'un ensemble de choses que tu fais. Je te remercie de ne pas me limiter à ça. Euh, Parce que c'est ça, mon travail est comme de plus en plus, comment je peux dire, éclectique. Je touche à plein de choses. Si tu penses à Ludwig, oui, il y a de l'onirisme, mais vous avez détruit la beauté du monde. Là, on est carrément dans une BD scientifique, donc une devrait être le contraire de l'autre. Mais je pense que c'est une question d'équilibre, tout ça. J'essaie de vraiment jouer. Je fais un projet, comment je pourrais dire, je fais un projet, j'essaie de que chaque projet soit différent, qu'il ait sa singularité. Si tu regardes Félix, le dernier que j'ai fait, par rapport à Vous avez détruit la beauté du monde, c'est totalement différent. Mais tu as quand même les paysages du Québec qui sont présents. Il y a quand même des choses, les oiseaux sont toujours présents dans mon travail. Des papiers de couleur que j'avais commencé à travailler sur Félix. Bon, ben là, j'ai travaillé beaucoup avec Vous avez détruit la beauté du monde, mais j'ai aussi travaillé le loup-garou avec des papiers de couleur. J'ai vraiment, il y a une continuité visuelle, mais au niveau du traitement, je peux te dire que c'est celle-là qui a été la plus difficile à faire, parce que celle-là, c'est un travail d'équilibriste, de funambule, je ne le dirai jamais assez. C'est vraiment, on tient vraiment le lecteur par la main, mais sur un fil de fer. Je n'ai pas de façon plus précise de le dire que ça. Oh, ça me semble déjà assez précis, en fait. Et j'imagine que c'est le genre de projet aussi, je t'imagine pas, ou je ne sais pas, en fait, tout le moins, moi, je m'imaginerais pas faire ça à temps plein pendant plusieurs mois. J'imagine que tu joues aussi avec différents projets autour de ça pour pas être que dans cette dynamique-là, pas que dans cette thématique-là. En fait, j'ai terminé Félix, puis j'ai commencé à travailler sur Vous avez détruit la beauté du monde. Puis j'ai aussi commencé à travailler sur Lovecraft, sur lequel je travaille présentement, Lovecraft à Québec. Puis les deux, c'est des thématiques vraiment difficiles. Puis là, vois-tu, j'ai terminé Vous avez détruit la beauté du monde. Lovecraft, il me reste 34, 35 planches à faire. Sauf que là, j'ai commencé un autre album, c'est Mégantic. Donc, Mégantic, je suis totalement dans un truc assez difficile aussi. Fait que je passe à travers, pas un moment difficile parce que c'est des projets incroyables. J'adore travailler ces thématiques-là. Puis je suis pas quelqu'un de nécessairement très noir au quotidien, là, tu sais. À part d'écouter du black metal, à part de ça, je suis relativement quelqu'un de joyeux. Mais une chance, parce encore une fois, c'est une question d'équilibre. Oui, puis de voir, en fait, de se positionner d'un projet à l'autre, toujours en explorant puis en apportant, parce que nécessairement un projet plus scientifique, avec un projet plus sur la littérature fantastique, avec un projet sur un événement réel qui va peut-être un peu, enfin, on découvrira, là, je l'ai pas vu, donc j'imagine un peu un petit côté documentaire, poétique, où en fait, c'est trois défis similaires mais différents en même temps, donc des défis qui se Ouais. complètent un peu. Puis en même temps, ces projets-là sont sur la fin, donc j'ai déjà la tête dans les autres qui s'en viennent. Donc, tu vois, j'ai des projets avec Michel Viau, avec Jean-Marc Pacelli. On a différents projets comme ça qui s'en viennent. Puis même avec Isabelle Perrault, là, moi, j'aimerais beaucoup travailler sur un ouvrage, refaire une BD scientifique avec Isabelle, mais sur le sadomasochisme, le BDSM, en fait. Donc ça pourrait être intéressant aussi parce que là, je pourrais aller puiser tout dans un univers de super-héros parce que je trouve qu'il y a des similitudes esthétiquement avec ça. Alors, les projets ne manquent pas. Évidemment, celui dont on traite et qui est au cœur de la discussion, c'est Vous avez détruit la beauté du monde. Peut-être en terminant sur ce sujet-là, dans le fond, ce que tu veux qu'on en garde de ton côté, en fait, ton espoir avec un album comme celui-là, c'est c'est de nous outiller, c'est de nous faire réfléchir, c'est de nous faire comprendre un peu tout ça, autre chose. C'est vraiment ça, en fait. C'est provoquer la discussion là-dessus, parce que l'agente de presse avec qui on travaille, Lise Raymond, Lise, c'est l'ancienne agente de Dédé Fortin, qui était beaucoup impliquée dans les organismes de prévention du suicide. Puis elle me dit, elle, à chaque fois qu'elle va parler de Dédé ou du suicide de Dédé, les lignes, ils ne dérougissent pas. Donc, juste le fait d'en parler, les gens appellent.
il y a des discussions qui s'ouvrent. Déjà là, ça, c'est une chose. Dans un deuxième temps, la bande dessinée comme telle permet d'aborder le sujet sans tomber dans un côté dépressif. Oui, la thématique, tout le monde se dit « Ah mon Dieu, le suicide, non, non, non ». Mais la façon d'en parler, il y a une certaine distance avec le sujet. C'est vraiment l'histoire puis une approche sociologique du suicide. On ne parle pas d'un individu comme tel, son processus, non, on parle vraiment de cas. Puis on expose certaines données qui n'avaient jamais été discutées auparavant. Oui, mais en fait, puis j'entérine là-dessus, effectivement, Christian, c'est vraiment un album surprenant et dans lequel, sincèrement, quiconque va le lire va en sortir grandi sur sa compréhension de ça. Puis peut-être qu'en comprenant mieux, ben, on va être capable d'aider mieux ou de dire au monde, ben, c'est normal, ça arrive, que ça ait mal, tu peux en parler, tu peux appeler, tu peux aller chercher de l'aide, puis t'es pas amoindri, t'es pas une moindre personne parce que tu as besoin d'aide. Non, on finit tous par y penser un jour ou l'autre. Ben, je rappelle d'ailleurs, puisque c'est d'office, là, mais le numéro, d'ailleurs, donc, si vous ressentez de la détresse ou un proche en ressent, vous contactez le centre de prévention au 1-866, appel 1-866-277-3553. L'album dont on parlait s'appelle « Vous avez détruit la beauté du monde ». C'est du côté de Moelle Graphique. C'est un album réalisé par Christian Quesnel, par Isabelle Perrault, par André Sellard et par Patrice Corriveau. Christian Quesnel, merci beaucoup. Merci à toi, Raymond.